Salut Fred, Salut, tu vas bien? Ça fait ça va et longtemps? toi? Super, super. Là, on va faire une petite vidéo, une nouvelle vidéo sur un sujet assez intéressant, ça va être un peu plus court que la dernière. Ce que je te propose, c'est peut-être de commencer de manière classique, hein. On se présente, et puis après on présente le sujet, les use cases et les résolutions. Ça marche. Je vais commencer, hein, comme ça, Ok. plus simple pour moi. Euh, donc moi, si vous m'avez vu dans les anciennes vidéos, vous le savez. Sinon, je suis Frédéric Gendebien, Solution Architect chez Axonic depuis quelques mois déjà, pour pas dire ouais, presque un an. Ça fait 12 ans que je suis dans l'informatique et je me suis spécialisé dans la conception de systèmes DDD, CQRS, Event Sourcing. C'est pour ça que j'ai rejoint Axonic. Donc Axonic, du coup, ça fait quelques années que je fais ça, et j'ai rejoint Axonic, qui est une société européenne qui s'est spécialisée dans le DDD, CQRS, Event Sourcing. Donc elle offre un framework spécialisé pour la JVM, le framework, et un serveur qui lui n'est pas spécialisé pour la JVM, donc le framework permet d'implémenter DDD, CQRS, Event Sourcing, d'offrir les abstractions des composants nécessaires, donc commande bus, event bus, event store et query bus. Et le serveur vient en fait les implémenter de manière all-in-one, vraiment dans une solution all-in-one, et en plus distribuée. Donc c'est vraiment chouette. En plus de ça, on a d'autres produits, on a le cloud, on a data protection, parce que quand on fait de l'event sourcing, stocker les événements indéfiniment, à un moment donné, les utilisateurs me disent bon ben faut nous oublier. Donc on a créé une petite extension qui permet d'être GDPR compliant avec l'event sourcing. Et voilà, on est vraiment spécialisé dans ce domaine, c'est pour ça qu'on fait des vidéos. Je te donne la main, Fred. Donc aujourd'hui, c'est deux Fred, ça va être chouette. Ouais. Ouais, On moi va c'est s'appeler Frédéric Fred. Bouvet. Alors, moi je travaille chez Slimpay. Slimpay, c'est une boîte de paiement. Je suis team leader tech là-bas. Je m'occupe notamment d'un projet de migration, donc en fait de refonte de la stack actuelle. Euh, qu'est-ce qu'on fait fonctionnellement? En gros, c'est une boîte de gestion de paiement. Donc, on va avoir par exemple EDF ou les cinémas Pathé Gaumont comme clients. Et eux, ils ont besoin de gérer des paiements récurrents D'accord. de leurs clients. Donc, nous, on est entre le client et la banque. Donc, on fait office d'intermédiaire et on gère tout ce fonctionnel-là. Donc, voilà. Ok, donc c'est de la fintech, quoi, Ouais, si on résume comme ça, voilà. finance. Ok, super. Et alors moi j'ai Alors, découvert Axon il y a une dizaine d'années, dans les tout débuts. Donc j'utilisais le ah ouais, c'est framework quand je bossais chez Viadeo à l'époque. Alors on faisait du DDD CQRS, on faisait pas encore d'event sourcing parce que le serveur était pas encore là. Et c'était beaucoup plus compliqué de faire de l'event sourcing sans le Axon server. ouais, c'est Euh, vrai. et du coup, bon, j'ai commencé à regarder, j'ai suivi après dans mes autres expériences les actualités d'Axonic. Et Et quand le serveur sorti, est sorti, bam. ouais, ça a été un truc assez incroyable. Ouais. Moi, j'ai fait pareil, mais moi, je ne connais pas Axon depuis si longtemps. J'ai commencé avec la version 4, vraiment 4.0. Et le serveur était déjà là, donc moi, j'ai découvert le beau monde tout de suite. D'accord. C'était chouette. Effectivement, sans serveur, je pense que C'est plus compliqué ouais, de faire de c'est l'event plus sourcing. Ouais. compliqué. Forcément, oui, c'est pas Ouais. le fait Alors en faisant de d'expliciter le framework, mais l'aggregate c'est state, avec de l'aggregate state, on peut faire du DDD CQRS avec le framework de manière facilement, mais sans l'event sourcing. Quoi. Donc à partir du moment où on veut avec faire de l'event l'event sourcing. sourcing, c'est intéressant d'avoir un composant qui le gère, quoi, parce que c'est vraiment Oui, compliqué à mettre en place. effectivement, on a les implémentations Postgres pour faire ça, mais il y a d'autres problèmes qui viennent. Alors, comment distribuer le command bus, comment distribuer le query bus, comment faire du scatter YADA. Tous ces problèmes-là ne sont pas Problématique de résolus. Il faut performance vraiment, aussi, ouais. oui, les performances de Postgres par rapport à l'event store du serveur, effectivement. Ouais. Donc ça, moi, je me suis même pas posé la question, j'avoue. Si je veux faire Axon, je prends le framework et le serveur, GDPR, et voilà, je suis sûr, je suis périn, quoi. Voilà.
Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est un truc qui va être plutôt technique, hein. Vraiment, la target, c'est bah, les utilisateurs déjà un peu avancés. Je savais pas que tu étais un vieux de la vieille de la stack Axon. Donc, c'est chouette, on va pouvoir parler d'un sujet un peu un peu plus deep. Les use cases, c'est comment gérer l'unicité, les contraintes d'unicité et les séquences. Par exemple, le contrainte d'unicité, ben, ça c'est très simple à imaginer. On veut enregistrer des utilisateurs, l'email doit être unique dans le système, par exemple, hein, parmi tant d'autres. Ouais. La séquence, on va se dire, ouais, mais pourquoi une séquence? Je mets des ID, c'est des UID, mais parfois dans le business, tu as besoin d'avoir une séquence. Notamment dans la fintech, justement, nous quand on crée des factures, les factures ben, doivent être incrémentées. L'ID de la facture, en tout cas en Belgique, ça doit être incrémenté, on ne peut pas avoir de cassure. Donc, même si je crée une facture d'un point de vue technique, l'ID peut être autre chose, mais d'un point de vue business, c'est vraiment un entier qui doit être incrémenté. Donc voilà, c'est deux use cases. C'est pourquoi en parler? Ben parce que c'est quelque chose qui est assez tricky dans le monde CQRS. Quand C'est je des fais du use training, cases c'est qu'on retrouve vraiment super souvent en plus, hein. ouais, c'est ça, on les retrouve super souvent. C'est des questions quand on fait une présentation de base, voilà, mon système c'est QRS, machin, généralement les gens évitent le sujet. Moi, je préfère justement tacler le problème. Et dans les trainings, bah, c'est quelque chose que je montre dans les trainings parce que, voilà, directement on peut partir sur des solutions un peu, bah, j'espère qu'on en parlera maintenant d'ailleurs, des solutions qui nous semblent plus ou moins évidentes, mais qui créent pas mal de complexité. Et donc, voilà, je te propose d'en parler en fait. J'imagine que tu as le besoin, les Oui, oui, besoins oui. peut-être. On a les deux. Ah, vas-y. Alors, on a les Ah, tu deux. as les deux. On a commencé par mettre ça dans une base de données de manière classique. Voilà, C'est-à-dire que, voilà. Donc la contrainte, exactement. on avait tout notre fonctionnel alors nous, c'est de la migration iso-fonctionnelle. C'est-à-dire qu'on est sur un étranglement de monolithe. Alors en fait, ce qu'on fait là au sein de Slimpay, c'est que donc on a un monolithe, on va le découper en différents domaines. On va sortir les domaines dans un microservice indépendant. Donc voilà, donc il y a une phase de rétro-engineering, de reconception de la chose, et donc il faut quand même qu'on soit iso-fonctionnel par rapport à ce qui existe, et qu'on arrive à fournir le tout ce C'est qu'on veut intéressant ce que faire. tu es en train de me dire Ouais. là. C'est intéressant en fait parce que c'est peut-être le sujet d'une autre vidéo. Un sujet que Ça je peut être voulais un aussi sujet, ouais, présenter. ouais, Donc, ça peut être un sujet, ouais. on va s'en faire une Et sequel. voilà, et du coup, on a des choses qui existaient dans la V1 et qu'on doit retrouver dans la V2, notamment les contraintes d'unicité, les contraintes d'intégrité et les séquences. Parce que en fait, bah, en V1, tout est, enfin, c'est des incréments ID partout. Ah oui. Donc, avec même des trucs qui sont référencés ailleurs, mais tu références l'incrément ID. C'est-à-dire que, Ah donc, oui. voilà, quand tu recrées ton agrégat, donc tu vas mettre un UID parce que tu veux avoir un ID unique, parce que c'est des ID distribués, C'est facilement distribuable, oui, voilà, c'est ça. mais t'as quand même besoin d'avoir un incrément ID. Donc là, la séquence, on a dû la garder, et la contrainte, les contraintes d'intégrité, là, c'est du fonctionnel. Donc à Ouais. partir du moment où c'était designé comme ça, il faut qu'on reste iso-fonctionnel. Donc Ah oui, donc voilà, tu as vraiment les deux use cases, et toi, le use ouais. case de la séquence, c'est encore plus compliqué, parce que tu dois gérer l'existant, toi, du coup. Oui, Donc bah moi au ça, niveau de la séquence, j'ai même un truc où je fais de la double écriture à un moment. Donc quand je suis en double écriture, il y a l'incrément ID de la V1 qui est transmis à la V2. Donc j'écrase, enfin je mets à jour en ah fait ouais. ma séquence. Donc c'est pas que Ah du oui, plus d'accord. 1, moi. Donc voilà. Donc, j'ai cette fonctionnalité là en plus. Ah ouais, ouais. Euh, ouais. Donc c'est bien, c'est encore plus intéressant que ce que j'imaginais. Cool. Donc toi, c'est pas simplement juste un ID, c'est Ouais. carrément la double écriture et la gestion de deux séquences générateurs, en fait. La synchronisation de deux générateurs de séquences, si je comprends bien. En gros. Ouais. Bah, en fait c'est la séquence mon classique, c'est genre je fais plus 1. Et Ouais. j'ai pas que du plus 1, j'ai l'update aussi. Donc je prends une valeur et Ouais, ok. si elle est supérieure à ce que j'avais, j'écrase, donc je saute des steps. Donc c'est tant que je suis en double écriture, je fais ça pour avoir le dernier incrément ID qui a été fourni par la V1. Et si je coupe l'écriture V1, du coup ça va être la V2 qui va générer les incréments ID et là je passe en séquence normale. Ouais, ok.
Ah oui, d'accord, donc Ouais. c'est un use case sympa, Mais effectivement. ouais. Et du coup, Alors votre première idée, c'était alors d'utiliser une c'est, DB alors, oui, bah, évidemment. parce qu'on savait pas trop comment faire autrement, et puis on a toujours fait comme ça. Bah oui, c'est ça. C'est pour ça que c'est souvent la première idée, hein, c'est utiliser la DB. Donc, Alors, voilà. moi, j'ai jamais eu le. Moi, je viens d'un monde très. Je viens des acteurs modèles en fait. Voilà, appelons-le comme ça pour pas donner l'autre stack. Je viens des acteurs modèles et pour moi, ce genre de use case était géré de manière très simple avec des acteurs. Donc forcément, je n'ai jamais pensé à la DB pour gérer mes contraintes d'unicité ni mes générateurs de séquences. Donc je ne sais pas vraiment ce que ça implique comme problème, s'il y en a. Bon, il y en a quelques-uns que j'imagine. Le truc que je n'aime pas trop, c'est d'avoir un composant lié à mon write model. Dans un monde idéal, mon architecture idéale, il y a 4 services différents. On parle tout le temps de microservices. Pour moi, dire microservices, ça ne veut rien dire. Donc, moi, je les coupe en 4 catégories. Je ne vais pas les présenter. Mais il y en a une, la plus importante, c'est le domaine service. Et le domaine service, lui, il prend, en gros, c'est celui qui s'occupe, c'est le write model, quoi. Il s'occupe de processer les commandes et de gérer, de créer des événements. Et pour moi, dans le monde idéal, celui-là n'est lié qu'à l'event store, en fait. Ouais. Il n'y a pas Bah ouais. d'autres composants. Si, bien sûr, il a besoin d'un command bus et il a besoin d'un event store. Et effectivement, ce qu'on veut, c'est que Voilà, on veut avoir les événements comme unique source de vérité et la exactement. seule source du commande modèle, hein. Donc là, on Ouais. Alors s'aperçoit parfois bien, même en tu, termes de design, qu'il y a un truc un peu bancal. Si on est obligé de rajouter un truc à côté, ça veut dire que on n'a pas que les événements qui sont nécessaires pour le commande modèle. Donc là, déjà, alors parfois c'est on voit qu'il y a nécessaire, un hein. truc. Parfois c'est Ouais. nécessaire. Par exemple, si tu as des systèmes extérieurs, donc voilà, c'est donc ton commande modèle, on va dire, ton write modèle, ta partie d'écriture, peu importe le nom qu'on donne, peut être lié à un système extérieur pour d'autres choses. Oui, Mais ce que tu pourrais faire à l'intérieur en utilisant ta stack que tu connais, si tu peux le faire comme ça, bah, fais-le comme ça. Ça simplifie énormément. Imagine, tu as des DB rien que pour gérer tes contraintes d'unicité et ta séquence. By the way, je suis allé chez un client il y a quelques semaines, et c'est vrai, il avait un cluster, donc son domaine service était lié à un cluster DB Postgres, pour pas citer. Et j'ai dit, mais tiens, pourquoi avoir ce lien du write model vers des DB? Je ne comprends pas bien. Et il me dit, bah, c'est parce que justement, on a use case des contraintes d'unicité et de séquence. Je dis, ah, chouette. Alors, on va voir comment on peut virer tout ça et utiliser autre chose. ouais. Et donc, il a pu en fait extraire son cluster. Bon, évidemment, un cluster Postgres, c'est pas gratuit, donc il était content. Et donc, simplifier énormément, en fait. Plus besoin de gestion de transactionnel, etc. Donc, moi, c'est ce que je vois d'un point de vue complexité, d'un point de vue infrastructure, architecture. C'est cette complexité d'avoir une DB, j'aime pas trop. Alors peut-être que toi tu peux m'en dire plus. Ouais, bah, au niveau du code, on voyait qu'en fait, on devait gérer la transaction DB et la transaction du command handler ensemble avec plus ou moins Ouais, des actions compensatoires s'il y avait des trucs qui se passaient pas bien et tout. Et voilà, enfin, c'était pas hyper satisfaisant. Alors ça marchait, hein, mais c'était pas hyper satisfaisant comme solution. On sentait que c'était un petit peu bancal et que voilà, on dépendait un petit peu de plusieurs choses pour ouais, faire d'un autre finalement un composant en truc fait. assez simple. Ouais. Donc tu dépends d'un autre composant. Je suis en train de me poser la question aussi. Bon, moi je ne fais pas ce genre de déploiement, mais par exemple, imaginons que quelqu'un a besoin d'une SQL pour faire ses projections. Ouais. Bon, Dans je le suis pas query très convaincu, model. mais Ouais. voilà, pourquoi pas. Et qu'il utilise la même DB pour son write model. Ouais. Alors Alors là, du dans ce coup, cas, bah, si elle tombe, voilà, bah, tu peux même plus écrire exactement. des commandes. Tu peux plus rien faire, hein. C'est ça. Ouais. Donc en gros, on a perdu la puissance de Et c'est CQRS qui est exactement d'être le cas, résilient. ouais, c'est le cas qu'on avait, hein, puisque nous, on utilise justement, Ah ben on voilà. a un query model avec une base Postgre, on utilisait la même base pour une partie du commande modèle, donc Ah ouais. la contrainte d'unicité et la séquence. Et oui, on voit que c'est pas satisfaisant. Moi, je me suis dit bon bah voilà, si enfin, l'intérêt un petit peu du CQRS et de l'event sourcing, c'est de reconstruire la DB
à partir des événements. Là, on a une partie qui est pas vraiment reconstructible, qui est un petit peu à cheval entre Ouais, du command model, mais qui est dans la partie composant qui sert au query model. Donc c'est pas très c'est ça. Moi, satisfaisant. Ouais. je sens un petit peu la résilience du CQRS qui s'envale. Ouais, Tu vois, on c'est perd un un petit peu, peu l'avantage du c'est CQRS ça. là. Ouais. C'est ça. Mais maintenant, on peut aussi dire, oui, mais si on utilise des DB séparés, dans le write, dans le read, alors là, on retrouve un peu la résilience du CQRS. Oui, Ouais. Ça ça ne empêche pas que veut c'est pas un peu dire que ça... ouais. Voilà, c'est ça, le déploiement en reste compliqué du coup. Donc, si on peut éviter tout ça, et donc justement c'est le sujet, comment éviter d'utiliser une DB pour ces use cases? Bah, moi, venant des acteurs modèles, j'utilisais les acteurs. Les acteurs, quelque part, c'est quoi? C'est exactement le même comportement qu'on a dans un agrégat dans la stack Axon. Ouais. En fait, j'utilise un agrégat, tout simplement. Aussi bien pour générer une séquence que pour gérer mes contraintes. Alors, certains vont dire oui, mais la séquence est facile. Bon, c'est un compteur et puis tu incrémentes et tu redonnes le résultat. Tu fais incrémente et puis hop, tu récupères la valeur incrémentée avec le commande bus. Super, ça marche. Mais pour les contraintes d'unicité, euh, c'est peut-être un peu plus compliqué parce que qu'est-ce que tu fais? Tu as un gros agrégat qui contient un set de toutes tes contraintes? Non, évidemment, pas faire ça parce que l'agrégat va exploser en taille et ça va être juste immaintenable. Non, en fait, simplement, l'ID donc la contrainte, si on la transforme en un ID unique, et il y a plusieurs méthodes, et toi, tu en as une super sexy, donc Ouais. tu vas nous expliquer ça. Euh, donc, on transforme la contrainte, qu'elle soit composite ou pas, en un ID unique, et cet ID unique devient l'ID d'un agrégat qui est lié à une seule contrainte. Et donc, en fait, il y a un agrégat par contrainte. Donc, Ouais. le système, ben, il dit, ouais, ça fait beaucoup d'agrégats. Oui, mais c'est un système DDD, ben, forcément, le but est de créer des agrégats. Donc, Mais on voit que c'est plus alors, quand, cohérent. C'est beaucoup plus cohérent parce que quand on regarde la sémantique de ce qu'est un agrégat en termes de DDD, c'est quelque chose qui va gérer une cohérence. ouais, Donc exactement, oui, on est totalement dedans en fait. Donc c'est ça, exactement. ouais, Et justement, donc, l'agrégat, en fait, est fait pour ça. Donc, ouais, c'est peut-être des fois de se dire, tiens, j'y ai pas pensé, alors que c'est vraiment un des premiers use cases. L'agrégat me permet de faire ça. En plus, la stack Axon, qu'est-ce qu'elle me dit? Donc, je crée un agrégat, toute la partie concurrentielle est gérée pour moi. Parce qu'un Axon garantit le séquencement des commandes, et donc je n'ai plus besoin de gérer la concurrence au niveau de mon agrégat. Donc c'est chouette, tout ce qui est contrainte d'unicité, justement, si je la, à un moment donné, si je réserve ma contrainte, je sais que je ne peux pas avoir des appels concurrents qui vont me donner un état incohérent dans mes contraintes. Donc super, ça, ce problème-là, il est géré. Alors la composition, donc le fait que j'ai une contrainte composite, que ce soit pas simplement un email, hein, genre ouais. j'enregistre un user, l'email est unique, Alors l'idée ouais euh, c'est de faire c'est que l'ID de l'agrégat représente la contrainte. Donc toi ce que j'avais vu quand par exemple t'as une clé composite t'avais fait un hash ouais, ouais donc ça marche très bien. Moi j'avais carrément sérialisé en JSON. ouais, c'est ça. J'avais trois champs, je les sérialisé. Donc en fait ma clé c'est un JSON. C'est un Et, mini JSON, quoi. ouais. Et ça, je trouvais ça sympa, ouais. Effectivement, C'est c'est, assez sympa, ça marche bien et c'est assez visible en plus parce que ouais. Alors, dans ouais tu pourrais en plus utiliser, pour avoir quelque chose de peut-être plus petit qu'un JSON. C'est vrai que de la concaténation un peu structurée, un URN ou quelque chose comme ça, c'est aussi d'autres idées de comment ouais créer ouais. un ID de contrainte. Et Et là, au c'est niveau vrai que des... quand tu m'as dit ça, moi j'ai pensé après à l'URN. Bêtement, je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'un URN aussi, c'est pas mal, Ouais, parce que tu as plusieurs morceaux dans une URN et ça pourrait être en fait l'ID de ma contrainte. effectivement, ouais. C'est aussi un... Et après, il y a juste deux commandes, quoi. Il y a claim et release, ou, enfin, suivant le vocabulaire qu'on utilise, moi j'ai mis register, unregister, je crois, un truc comme ça. Mais voilà, c'est genre, je verrouille ma contrainte, je libère ma contrainte, et terminé. Deux commandes, c'est hyper simple. Et Ouais, bah oui, voilà, il n'y a pas donc besoin de plus en fait. il y a pas besoin de plus. Ouais. Et ça se fait très très bien, quoi. Ouais. Le seul petit tip que je fais, moi, j'essaye de designer un composant abstrait, donc une interface qui me permet d'enregistrer mes contraintes et autant à la création qu'à l'update. Hein. Pourquoi je dis création et update? Bah, quand on enregistre un utilisateur, on doit s'assurer que l'email n'existe pas. Mais quand celui-ci vient updater son email, on doit faire deux choses.
vérifier que le nouvel email n'existe pas, mais aussi réaliser l'ancien. Parce que Ouais. potentiellement, il va peut-être utiliser le compte de sa grand-mère, j'en sais rien, hein, j'invente une connerie, mais il faut après virer l'ancienne contrainte. Et donc ces deux use cases, bah, l'expliquer dans une interface, implémenter ça avec un agrégat en utilisant Axon, mais bien le cacher, quoi. L'agrégat, il est caché, Oui, le après, composant, il est ça abstrait, il est simplifie aussi les implémenté. tests, parce que tu peux moquer, du coup, le service en question. Exactement. Ouais. Et quand tu fais les fixtures des agrégats, bah, toi, tu moques en fait ton service, hein, ton contrainte d'unicité, ou ID Generator, et, euh, et voilà. T'as Mm. pas besoin de te retrouver avec une fixture qui gère deux agrégats. Non, tu fais du mocking et c'est bien plus simple. Donc pareil pour le séquence générateur en fait. Hein, si on a compris les contraintes d'unicité, ben, générer une séquence, pareil. La séquence aussi, on veut être protégé sur la concurrence et on ne veut pas de DB. Mais on a déjà des agrégats qui nous font tout ça. Donc Ouais. pourquoi ne pas utiliser un agrégat? C'est simplement une valeur qui est incrémentée avec, peu importe, encore une fois, comme tu dis, le vocabulaire, incrémente, et là, le résultat du command handler te donne en fait le nouveau numéro de séquence, par exemple. Toi, tu avais un autre use case un peu plus compliqué qui était Ouais. de, ben, tu resynchronises avec une autre séquence. Ouais. En fait, du coup, moi, j'ai deux commandes sur j'appelle ça increment ID, l'aggregate. Donc, j'ai la commande reserve increment ID, donc c'est là où il fait le plus un. Donc, Ouais, je réserve la value. Donc, l'agrégat, c'est juste un ID et la value en integer. Donc ouais, là, c'est ça. quand je réserve, donc du coup, je réserve la valeur, et je fais un plus un au niveau de l'événement. Et j'ai aussi update, pardon. Du coup, quand j'ai cette commande-là qui arrive, je vais réécraser la valeur avec si elle était plus petite que la valeur que pour toujours avancer. Donc ça Ouais, c'est d'accord. voilà, ça c'est quand je fais la double écriture. Enfin, je fais jamais les deux en même temps. Hein. C'est quand je fais la double écriture, c'est je vais faire que des updates Ouais, et c'est après je ça. vais faire du plus un. Ouais, d'accord, Donc ok. voilà. Je comprends le use case. C'est un use case encore plus compliqué, donc plus intéressant. Ouais. Donc c'est Alors cool. ce qui est marrant, c'est que l'ID en fait de cet agrégat c'est une constante. Tu vois, moi, par exemple, j'ai deux séquences bah, en fait pour un customer et un contract. Donc en Ah fait, oui. j'ai un ID customer, un ID contract. C'est des constantes en fait les ID de cet agrégat. Donc Ah oui. Donc, ouais, mais ça ne marche que quand tu as effectivement une seule séquence dans ton système incrémentale. On pourrait avoir, d'un point de vue business, besoin d'une séquence pour un ensemble d'agrégats. Par exemple, la création de factures. Si j'ai eu la chance dans mon ouais. jeune temps de Dans ce travailler cas, dans un système de facturation. il te faut un ID par exemple facture. Exactement. Et voilà, t'as autant de d'ID que tu vas avoir besoin de séquences en fait. Exactement. Et donc, Ouais. si tu gères les comptes de plusieurs sociétés, ben, du coup, voilà, Ouais. ton ID, ça peut être basé sur la société que tu gères, par exemple. Donc, et là, Ouais. créer autant de séquences que tu veux. Alors Donc, il y a c'est même plus flexible, j'ai envie de dire, qu'une DB, ouais. en fait. Ouais, parce que là, Beaucoup plus flexible. c'est le même composant qui va gérer plusieurs choses. Ouais. Il y a quand même un truc à faire attention parce que ça, c'est un agrégat qui a un cycle de vie assez long. Tout à Contrairement à fait. certains agrégats qui vont avoir, au niveau de leur cycle de vie fonctionnel, en fait, ils vont être créés, ils vont avoir quelques opérations dessus et après ils vont être en fin de vie. Là, Ouais. celui-là, c'est un agrégat qui va vivre très très longtemps. Donc en fait, il faut pas oublier de lui mettre un snapshot. Alors, c'est pas, Ouais. moi, je dirais pas très très longtemps, parce que tu pourrais vivre très longtemps, mais ne pas avoir d'opération dessus. Oui, enfin Et en fait, ce qui ouais, va, oui, je me suis c'est mal plutôt, il exprimé. va avoir beaucoup d'événements. On va dire, Voilà, il va y avoir beaucoup résumons, il va y d'événements dessus, avoir voilà, une c'est ça. grande histoire. Donc, forcément, qui dit grande histoire dit, bah, si je veux relire tout pour créer la prochaine séquence, le temps risque d'augmenter de manière infinie. Donc, effectivement, snapshotter, c'est vraiment très Ouais, important. ouais. Ça, il faut pas oublier. Et donc, petit problème que tu as rencontré, hein, tu peux nous Ouais, en parler justement, ne pas ouais, alors oublier. moi en fait j'utilisais Serializer Jackson et du coup j'ai pas parce que c'était la première fois que j'utilisais un snapshot et j'ai pas pensé que l'agrégat lui-même était serialisé en Jackson. Donc il fallait Ouais, rajouter la petite annotation JSON Autodetect en ANI pour qu'il arrive à bien sérialiser parce qu'en fait c'est sa manière de recréer
l'agrégat à partir de l'événement du snapshot en fait. C'est un Ouais, événement état. Voilà. c'est ça. En fait, Ouais. oui, c'est pas vraiment un événement dans la stack C'est Axon. un état, ouais. C'est quelque chose à part, effectivement, qui est stocké dans le serveur. Mais c'est vrai que d'autres systèmes considèrent la snapshot comme en fait un événement qu'on peut retirer du système. Donc c'est vraiment un événement qui n'a pas le même cycle de vie qu'un événement normal. Ouais. Et donc tu as la possibilité de le forger toi-même et puis de faire un recovery sur base de cette snapshot. Mais dans Axon, c'est fait un peu magiquement pour nous. Mais du coup, qui dit magique, dit ben, on doit sérialiser l'état de l'agrégat. Donc toujours Ouais. vérifier que l'agrégat est sérialisable avec le sérialiseur Je pense qu'au niveau configuré. du serializer par défaut, il n'y a pas de problème. Là, c'était parce que j'utilisais Jackson. Alors il y a une autre petite allez, complexité. Je pense que tu l'as rencontrée. Moi, je ne l'ai pas rencontré parce que quand je déploie mon write et mon read de manière complètement séparée. Donc, ce sont des modules séparés avec des dépendances séparées, etc. Et je sais que toi, c'était le même déployable et donc tu as Ouais. eu un petit problème. Alors en fait, Tu peux effectivement, m'en quand parler. j'ai fait le refactoring de la séquence plus de la contrainte, j'avais plus rien qui était dépendant de la DB côté modèle de commande. Donc j'ai fait le test. En fait, j'ai lancé mon service avec sa DB, j'ai éteint la DB et j'ai commencé à arroser avec des commandes. Et là, il essaie de se connecter à la DB quand même s'il n'en avait pas besoin. Alors en fait, Ouais, il y a une petite config à faire. En fait, il avait détecté, le framework détecte un transaction manager géré par Spring et il l'attache automatiquement lors du commande en ligne. Il l'attache au unit of work. ouais, Donc il faut lui spécifier au niveau de la config du local segment. Donc le local segment, c'est le simple commande bus qui est local. Donc faut lui dire il y a pas de transaction manager. Donc voilà. Donc ouais, c'est c'est un ça. objet une transaction manager. Et donc à partir de là, c'était super satisfaisant. Donc j'éteins ma DB, je balance plein de commandes, ça continue de marcher. Alors forcément le modèle, les queries ne marchaient plus, elles étaient en timeout, mais les commandes il n'y avait pas de problème. Je remets la DB en route, donc les événements sont relus, la DB se met à jour et tout remarche bien. Donc en termes de résilience, c'est très très satisfaisant. Ouais, effectivement. Et là, tu retrouves un petit peu le pourquoi on fait du CQRS, quoi. Ouais, Ouais, ça, c'est chouette. Bah, écoute, Fred, je pense que c'était un sujet super intéressant. On va quand même résumer un peu les points parce que, voilà, c'est bien si les gens nous suivent ou ne nous suivent pas. Donc, on a parlé des use cases de contraintes d'unicité, de génération de séquences incrémentées avec pas de perte, évidemment, pas de bond dans la séquence. De ne pas utiliser une DB pour ça, parce que composant, comment faire pour la reconstruire, si on la perd, c'est un composant en plus, c'est au niveau CQRS, au niveau de la résilience, on est moins résilient, enfin ça dépend et si en fait, si on utilise la ouais. même ou Et pas. c'est plus compliqué en utilisant une DB. En fait, il y a plus Exact, d'inconvénients oui, et il y a zéro avantage. ouais, c'est ça, bah, j'allais le résumer comme ça, c'est ça, c'est vraiment zéro avantage. Ouais. Et en fait, au lieu d'utiliser une DB, ben, simplement utilisons ce qu'on a déjà, c'est-à-dire c'est que la stack Axon offre déjà et fait de mieux, c'est-à-dire des agrégats. Et l'agrégat, si on réfléchit à son comportement, ben, c'est vraiment exactement le pourquoi un agrégat a été designé, quoi. Gérer la concurrence, gérer la cohérence de données, c'est exactement Ouais. les, les besoins de nos use cases là aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que c'était super intéressant pour ceux qui regarderont la vidéo. Et je voulais te remercier beaucoup, Fred, parce que je voulais effectivement en discuter plus en détail sur ce sujet. Tu m'as permis de le faire. Donc, je te remercie beaucoup. Merci à toi.